Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, votre rendez-vous emploi RH, c'est tous les jours du lundi au vendredi, débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles évidemment. Au sommaire aujourd'hui, Bien dans son job, on parle de l'égalité homme-femme. Où se situe la France dans un classement mondial? On fera le point avec Valentine Viard, elle est présidente de BPW France et à la tête de Brain Perception. La pause café, vaincre la déprime de la rentrée. Bah oui, c'est toujours un peu compliqué de rentrer. On fera le point avec Caroline Ricross, elle nous donnera quelques petits conseils pratiques. Dans la pause café, le cercle RH, la santé mentale, bah oui évidemment, post-Covid, où en sont les salariés? Quel est l'état d'esprit des salariés? On fera le point avec des experts dans le cercle RH pour diagnostiquer l'état de santé des collaborateurs. Et puis dans Fenêtre sur l'emploi, on parlera d'un sujet important concernant la tech et le recrutement. C'est un sujet important avec des outils data. On fera le point avec un spécialiste du sujet. Tout de suite, c'est bien dans son job. Fenêtre sur l'emploi, bien dans son job, pardon. On parle de l'égalité professionnelle homme-femme en France. Alors c'est intéressant, Valentine Viard, on est ravis de vous accueillir parce que vous êtes à la tête d'une association, alors c'est bénévole, il faut le préciser, présidente de BPW France. C'est un peu le forum mondial, cette question de l'égalité homme-femme. Et quand on regarde le classement, c'est l'Islande qui est en tête. La France était 16e l'an passé. Alors elle progresse, c'est mieux, elle est 15e. Qu'est-ce qui fait qu'il y a une différence aussi importante entre l'Islande et nous, les Français, où j'ai l'impression, en écoutant des experts sur ce plateau, qu'il se passe plein de choses sur l'égalité femmes-hommes? Qu'est-ce qui se passe? Alors, BPW avait justement son congrès européen en Islande cette année. Nous sommes revenus avec deux grandes leçons à appliquer en France pour progresser. La première leçon de l'Islande, c'est le zéro tolérance. En France, nous avons des lois. BPW demande à ce que ces lois soient appliquées. Je pense par exemple encore aujourd'hui à 90% d'entreprises du SBF qui sont en deçà de 40% de jetons donnés aux femmes. Où sont les femmes sur les postes décideurs? Malgré la loi Copé-Zimmermann. Évidemment, malgré la loi Copé-Zimmermann de 2014. Le zéro tolérance, c'est aussi l'application des sanctions. Nous avons aujourd'hui un index égalité, oui. la loi Pénicaud de 2018. Pénicaud, depuis mars, là, c'est très récent. L'index égalité, ce sont 5 critères sur l'égalité des salaires ou pas, sur l'accession aux promotions, sur les nombres, les plus gros salaires de l'entreprise, est-ce qu'ils sont aux femmes ou aux hommes, sur les postes de direction. Aujourd'hui, cet index égalité, l'entreprise doit être à 85 sur 100. On est pas au zéro tolérance, puisque appliquer la loi, on serait à 100 sur 100. Mais en deçà de 85, les entreprises s'exposent à 1% de pénalité de la masse salariale. Nous, on voudrait qu'il y ait application systématique de ces sanctions. On va revenir évidemment sur le chemin qui reste à parcourir à la France. Il y a aussi une loi récente sur la place des femmes dans les COMEX. J'imagine que vous surveillez, vous observez. Mais BPW France, vous le situez comment? Parce que c'est une organisation peut-être mal connue. C'est quoi? Vous faites du lobbying, vous aiguillonnez les pouvoirs publics, vous les observez, vous rendez des rapports. Comment ça fonctionne? Alors BPW, c'est une ONG qui est centenaire, qui a un statut consultatif à l'ONU, à l'UNESCO, donc ça nous rend tout à fait légitime pour participer et contribuer à la préparation des lois telles que celles que nous venons d'évoquer. Et notre mission principale, c'est l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Donc ça se traduit par un réseau de femmes internationales dans 100 pays, donc donner envie à ces femmes d'oser, d'aller prendre la place qu'elles ont envie de prendre dans l'entreprise et dans la politique notamment. Ça passe aussi par la collaboration avec les services publics, ça passe aussi par l'accompagnement des entreprises, parce que l'égalité professionnelle, ça se passe en entreprise. Donc on a nos petites victoires avec des entreprises qui nous contactent et qui traduisent concrètement en création de valeur l'application des lois. Donc elles s'imposent aux entreprises, mais elles sont aussi créatrices de valeur. On parle, nous, d'innovation par le genre et d'apporter quelque chose de différent en recrutant des femmes et en leur donnant l'opportunité d'être à des postes de direction, parce qu'elles vont amener quelque chose de différent, donc de divergent, donc de l'innovation. Vous le portez, vous aussi, ce chiffre chez BPW sur l'idée, je dirais, très, très financière, que lorsqu'on met des femmes dans des comités de direction, dans des conseils d'administration, l'entreprise gagne plus d'argent. C'est réel, ça?
gagnent plus Il y a d'argent. eu quelques études qui sont sorties. Beaucoup d'études, et des études qui d'ailleurs sont récurrentes, donc elles sont comparables année après année. C'est vrai, elles se confirment. Absolument. Impact sur la valorisation boursière, impact sur le bien-être au travail, impact sur la réconciliation finalement entre des modes de gouvernance peut-être plus empathiques et qui permettent aussi d'avoir de la performance. Valentine Viard, il faut appliquer les lois, l'Islande le fait, la France ne le fait pas suffisamment. Ça, c'est un premier point. Est-ce que l'Islande, pour comparer ce pays qui est en tête depuis 12 ans, il faut préciser que ce n'est pas un hasard, ça fait 12 ans que l'Islande est devant, petit pays, malgré tout, est-ce qu'il y a aussi un travail autour de la parentalité, de la façon dont le papa va pouvoir aussi vivre une forme de parentalité, libérant aussi la femme? C'est un vrai sujet, ça, en France. Lorsqu'on parle d'égalité entre les hommes et les femmes et d'égalité professionnelle, on parle de changement de mentalité. Donc ça se passe en entreprise, oui, mais ça parle de culture de pays, oui. de culture sociétale. Donc oui, on n'a pas la culture de l'Islande. Disons qu'en France, nous avons un historique très patriarcal, oui. que BPW œuvre à redonner sa juste place à l'homme et à la femme dans l'entreprise et de facto aussi dans les foyers. Aujourd'hui, un homme qui s'occupe de ses enfants, est-ce qu'il n'est pas mal vu dans l'entreprise française aujourd'hui? De moins en moins, j'ai le sentiment. Oui, on progresse. Ça progresse quand même. Ça progresse et néanmoins, nous continuons à l'accompagner. Les congés parentalité, nous avons fait un plaidoyer là-dessus qui avait été communiqué à Madame Rixain et qui s'en était très largement inspiré. Pour la loi Rixain sur la place des femmes dans les COMEX. Exactement. Donc, quelque part, nous sommes en lobbying, oui. Nous sommes en plaidoyer, oui. Nous sommes aux côtés des femmes avec des retombées positives pour les hommes et aussi pour les entreprises. Hackathon, je ne voudrais pas qu'on se quitte avant d'en parler parce que c'est un sujet qui vous tient très à cœur. Qu'est-ce que c'est? Racontez-nous. Alors aujourd'hui, nous partons du principe... Le haka, on tire de la Nouvelle-Zélande. C'est ça, c'est ce cri des rugbyman néo-zélandais. Alors le hackathon, c'est 72 heures enfermés ensemble à plusieurs centaines pour réfléchir en mode agile à tous les projets les plus innovants et les plus fous que nous avons envie de suggérer au gouvernement pour transformer une intention à travers... On se libère. Oui, on se libère et on vient avec du concret. On dort et on mange quand même. Oui. Oui, non, vous me rassurez. Donc, ce sera au deuxième semestre 2023 et nous proposerons les 10 innovations les plus impactantes au gouvernement. À l'issue de ces 72 heures de brainstorming. Absolument. Et nous pourrons financer ces propositions avec les sanctions appliquées aux entreprises qui sont toujours au bout de 3 ans en deçà des 85 sur 100. Un détail quand même, c'est intéressant de l'entendre, les sanctions, elles vous semblent importantes lorsqu'on les applique ou il faut augmenter, je dirais, les sanctions, la pénalité? Parce que non seulement on ne les paye pas, mais est-ce qu'elles sont suffisamment dissuasives? 1% de la masse salariale, c'est colossal. Par contre, ça n'est pas appliqué aujourd'hui. Ce qu'apporte la loi Rixain, et on est en plein dans l'actualité à partir du 1er septembre, c'est la publication obligatoire par les entreprises qui sont en deçà de 85, Exactement. de quels critères ne sont pas respectés et de quel plan d'action ils vont mettre en œuvre pour changer cela. On n'est pas pour pénaliser les entreprises, on est simplement pour faire appliquer la loi de façon systématique, zéro tolérance, ce qu'on retient de l'Islande, et puis le traduire par des actions concrètes que nous serons à même de proposer en 2023. Donc il nous reste du chemin à faire, mais vous accompagnez ces femmes dans l'entreprise très concrètement pour essayer de faire progresser la France dans ce classement mondial. 15e place cette année, elle a gagné une place. Peut-être que la loi Rixain permettra de nous faire gagner des places. On avait intégré déjà la loi Rixain dans le classement ou pas? Non. Pas encore, oui, donc elle risque de progresser encore. Oui. Et pour gagner encore dans ces places, puisqu'on parlait de changement de mentalité, je crois que les entreprises, on en a pas mal parlé. Deuxième leçon qu'on peut retenir de l'Islande, l'éducation. Tout à fait. Le changement de mentalité se fait dès l'éducation et nous avons envie de travailler non seulement avec le ministère du Travail, mais aussi avec le ministère de l'Éducation nationale parce qu'il y a beaucoup de choses à faire là. Oui, c'est vrai, c'est un effort particulier que mène l'Islande sur la formation et l'éducation des filles et des garçons. Merci d'être venu nous rendre visite. Vous êtes la présidente de BPW France. La date, c'est quand du hackathon? Peut-être que j'irai jeter un œil au hackathon, mais enfermé 72 heures. Nous attendons un partenaire université, donc ce sera, je pense, courant avril-mai, quelque chose comme ça. Avril-mai. En 2023. Peut-être qu'on viendrait nous en parler avant d'ailleurs. Ce serait intéressant que vous nous en parliez. Pour donner envie peut-être à d'autres de s'enfermer 72 heures. Merci Valentine Viard d'être venue sur notre plateau. Vous êtes coach par ailleurs à la tête de Brain Perception. Merci de nous avoir rendu visite. On fait une petite pause café. Bah oui, c'est la tradition dans l'émission avec Caroline Ricross. Bah, c'est un peu le spleen de la rentrée. Bah oui, on pose les tongs, on remet des chaussures et on met le costume. C'est le spleen de la rentrée et on en parle avec Caroline dans la pause café.
Une petite pause café, la première pause café de la rentrée, pour entamer cette nouvelle saison avec Caroline Ricross. Ça va? Bonjour Arnaud, ça va? On parle d'un sujet, j'ai presque envie de vous la poser à vous, la question vaincre la dépression de la rentrée. Moi, ça va, vous avez le sourire? Moi, ça va. Vous avez la pêche? Ouais, ça va très bien. Heureuse de refaire cette pause café. Très contente de refaire pause café pour la saison. Vous avez la pêche, en revanche, vous voulez quand même nous parler de cette dépression, cette sinistrose, on peut mettre plein de mots. Ça se manifeste comment? C'est quoi ce phénomène? C'est classique? En fait, c'est 58% des Français qui appréhendent apparemment leur premier jour de reprise, donc la rentrée. C'est ce qui ressort d'un sondage qui a été réalisé il y a quelques jours par CAPA, la solution digitale Adecco. Alors, c'est vrai Arnaud que c'est quand même jamais vraiment simple de reprendre le boulot après plusieurs jours ou même semaines pour les plus chanceux de congés, de vacances d'été. Mais cette rentrée 2022 est vraiment jugée encore plus compliquée que les autres rentrées. Tiens. Prenons par exemple l'heure de rentrée. Alors d'après ce sondage qui a été réalisé par CAPA, elle est en fait de plus en plus tardive. Même s'ils sont encore 49% des Français à se lever à la même heure que d'habitude pour leur premier jour de rentrée, les Français semblent quand même de moins en moins motivés pour leur reprise. Ils sont plus de 16% à se lever plus tard pour le jour de la reprise, alors qu'ils n'étaient que 4% en 2015 et 11% en 2020. Donc ils traînent des pieds. Ils traînent des pieds et c'est un comportement qui est encore plus flagrant si on regarde 7 ans en arrière. En 2015, 50% des actifs se levaient plus tôt le jour de la rentrée pour être en forme, pour arriver dynamique au travail. Aujourd'hui, seuls 35% des Français se lèvent plus tôt pour le premier jour de reprise. Ça fait penser à la rentrée des classes, sauf que la rentrée des classes, il vaut mieux être à l'heure le premier jour. Il vaut mieux être à l'heure le premier jour. Alors que là, ce n'est pas le cas dans ce que vous nous décrivez. On a des salariés qui peuvent arriver en retard. Tout à fait. Le premier jour. Qui arrivent en retard le premier jour. Elle semble moins conviviale. Vous avez ce sentiment-là aussi? Oui, quand même, je trouve. Avant la crise sanitaire, le jour de la reprise du boulot, c'était quand même un peu l'occasion de raconter ses vacances à ses collègues, les anecdotes des vacances, le tout autour d'un café ou même d'un petit déjeuner avec toute l'entreprise. Eh bien, si l'on en croit toujours ce sondage de CAPA, ce temps est révolu. Cette année, 39% des Français vont d'abord commencer par lire leur email dès qu'ils arrivent au travail ou alors même travailler directement. Prendre un café quand même. Tuez pas votre pause café quand même. C'est ça. En arrivant, ils prennent un café. Il y en a qui prennent un café, mais qui le prennent moins avec leurs collègues. D'accord. Alors qu'avant, c'était le cas, on prenait plus. Ils s'isolent. Avec ses collègues. Ils s'isolent directement. La première chose, en tout cas, cette année, pour 39% des Français, c'est de lire leur email ou alors de travailler directement. En 2015, pourtant, il y avait encore près de 4 salariés sur 10 qui débutaient cette reprise, justement, autour d'un café avec les collègues. Oui, on se raconte les vacances, on fait un petit bilan de l'été. Ça paraît un peu plus déprimant, un peu plus encore. Enfin, c'est en tout cas ce que vous nous décrivez. C'est exactement le terme, Arnaud. 61% des Français associent cette reprise 2022 au mot déprime. Ils étaient 54%. Déprime. C'est le mot qui est utilisé pour parler de cette reprise. Ils étaient 54% en 2020, c'était déjà pas mal, mais là quand même, on est à 61% en 2022. En réalité, en fait, si on fait un peu le bilan de tout ce sondage, les actifs sont de moins en moins nombreux à considérer la reprise avec un véritable enthousiasme. Super, je repars au boulot, je vais voir mes collègues, je suis content de mon travail. Mais c'est pas le cas. Ils sont moins de 7% cette année à reprendre le travail avec enthousiasme, contre 17% en 2022 et 21% il y a 7 ans. Alors, rentrons quand même dans des choses concrètes, parce que là, c'est la sinistrose, c'est terrible, ça nous tombe sur la tête. Comment on se rebooste? Comment on fait? C'est ça, parce qu'il faut quand même qu'on essaye de trouver un peu le positif dans tout ça. La pause café, l'objectif, c'est pas de faire déprimer les gens. Les déprimes post-vacances, d'abord, Arnaud, ça arrive un peu à tout le monde. C'est classique quand même. Bien sûr, c'est difficile quand même de passer du transat directement à la chaise de bureau. Sans transition, c'est compliqué. Justement, si jamais vous n'avez pas encore repris le boulot, eh bien, une des solutions, c'est peut-être de reprendre le travail en milieu de semaine. Par exemple, vous reprenez un mercredi, comme ça vous savez que vous avez 3 jours et arrive le week-end. C'est un tout petit peu plus simple pour la reprise. Si par contre vous avez déjà repris le boulot, pas de panique, surtout si vous avez du mal à vous remettre dans le bain. En fait, c'est totalement normal. Selon une étude qui a été réalisée par le cabinet de recrutement Robert Half, il faudrait en fait entre 1 et 4 jours pour se remettre véritablement au boulot. 70% même des collaborateurs ont besoin de 4 jours complets. Donc, en fait, qu'est-ce qu'il faut faire? Pour se remotiver, une règle d'or simple à suivre, ne pas se surcharger. Comme on peut faire, par exemple, on peut prioriser ses tâches. Tout n'est pas urgent, tout n'est pas à faire le premier jour. Sinon, c'est le tsunami, quoi. Bien sûr, tout n'est pas à faire le premier jour de reprise de boulot. On n'a pas besoin de faire 6 calls, voilà. Peut-être la première chose, c'est de lire ses mails tranquillement. On y revient. C'est ça, pour trier un peu, pour se remettre dans le bain
en douceur. On peut aussi faire une liste des urgences à traiter et de ce qui peut attendre quelques jours encore. Et puis, on peut, encore une fois, discuter avec ses collègues parce que c'est vraiment important, on le verra un peu plus loin. Et est-ce qu'on doit garder quelques petites habitudes de vacances? Parce qu'après tout, on peut piocher dans quelques habitudes et les transposer au travail, c'est possible ça Oui, ou pas? c'est possible. Et puis, c'est vrai qu'en vacances, comme on a plus de temps pour prendre soin de soi, on met en place des bonnes pratiques, comme par exemple, je ne sais pas si c'est faire la sieste. Faire la sieste. Alors bon, là, la sieste au travail, on peut, mais dans certaines entreprises, c'est un peu plus compliqué. Très courte. Très courte. 20 minutes. Ouais, On peut faire, mais du sport, par exemple. Peut-être que cet été, vous avez fait un peu plus de sport que d'habitude. En tout cas, moi, c'est mon cas. J'ai réussi à faire un peu plus de sport. Je vous félicite. Voilà. Peut-être essayer de garder cette bonne pratique. Alors forcément, on va faire moins de sport que l'été, mais essayer de le faire une fois par semaine, par exemple. Ou encore, garder une bonne habitude, c'est la lecture. Certaines personnes arrivent vraiment beaucoup à lire pendant l'été. Et bien là, pareil, essayer de prendre un peu plus de temps pour lire. En quelques mots, est-ce que la rentrée, ça peut être aussi l'occasion, et on en a déjà parlé sur ce plateau dans la pause café, de prendre les fameuses bonnes résolutions, celles dont on parle le 2 janvier? Oui, en fait, en effet, l'idée, on peut prendre des bonnes résolutions, mais c'est inutile quand même de se lancer dans des projets trop compliqués à mettre en place ou encore à vouloir tout changer d'un coup. Du style, je fais du sport 4 fois par semaine, je lis un roman par semaine, je travaille à fond tout le temps. Fixez-vous plutôt 1 ou 2 bonnes résolutions, c'est quand même pas mal pour tenir le rythme. Par exemple, décider de ne plus lire ses mails professionnels pendant le week-end, de véritablement couper, de déconnecter après le travail. Et après 20 heures, comme c'est recommandé dans plein d'entreprises. Tout à fait. Et l'autre bonne résolution aussi, c'est peut-être, encore une fois, entretenir de bonnes relations avec ses collègues parce que, a priori, quand on a des mauvaises relations avec ses collègues, c'est plus difficile d'être positif, alors que justement, quand on s'entend bien avec eux, ça permet on profite. C'est un meilleur sentiment d'épanouissement quand on s'entend bien avec ses collègues. Oui, on a plus envie de venir au Plus travail. envie de venir au travail. Pour échanger, pour discuter, pour construire aussi même des projets Exactement. collectifs. Bon, et gardez le sourire, gardez la banane. La rentrée est là, ça y est, vous y êtes presque tous. Merci Caroline. Merci à vous. On se retrouve la semaine prochaine Tout à fait. pour de nouvelles pauses café. C'était un vrai plaisir de vous accueillir et donc on a découvert que Caroline avait fait beaucoup de sport. C'est une information majeure. On fait une petite pause et on va s'intéresser, tiens, ça va faire écho à la chronique de Caroline Ricross, à la santé mentale des collaborateurs et des salariés. On en est où depuis la crise Covid? C'est vrai que les choses s'étaient dégradées. On parle de la grande démission, on parle aussi du bore-out, de cet ennui au travail, de cette envie d'aller au travail sans faire grand-chose. On va faire le point avec des experts. C'est le débat, c'est le cercle RH et c'est juste après la pause. Le cercle RH, le débat de Smart Job, on parle de la santé mentale. On en a beaucoup parlé de cette santé mentale pendant la crise Covid, de la situation de ces salariés en télétravail obligés avec les enfants au milieu de l'appartement. On va essayer de faire le point aujourd'hui. On voit que la santé mentale, évidemment, ça ne s'est pas beaucoup amélioré depuis quelques mois. Avec, on l'évoquait tout à l'heure, une rentrée un peu dure pour les salariés. On traîne des pieds, on se lève plus tard, on est moins motivé. On fait le point aujourd'hui. On va parler de qualité de vie au travail, de risques psychosociaux. C'est des mots qu'on retrouve fréquemment, évidemment, lorsqu'on évoque ces sujets. Et on en parle avec Christophe Nguyen. Bonjour Christophe. Bonjour. Vous êtes psychologue du travail, président du cabinet Empreinte Humaine, avec votre baromètre, des études régulières, où vous expertisez, analysez la situation très concrète. On fera le point, parce que vous aviez un baromètre publié en juin dernier. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Et François Cochet est avec nous. Bonjour François, directeur des activités santé du cabinet Secafi et président de la FIRPS. L'ai-je bien dit ? Parfaitement. Je l'ai bien dit. Commençons par le début, j'ai envie de dire. Vous êtes venu nous parler assez régulièrement de cette situation. La crise Covid a eu un effet d'accélérateur. Où en sont les salariés en cette rentrée? Est-ce que vous constatez une accentuation, je dirais, de la déprime, de situation de burn-out? Est-ce que vous le ressentez? Est-ce que vous avez des chiffres sur cette question? Oui, on voit que malgré une situation pandémique qui a priori s'améliore, on voit un état psychologique des salariés français qui reste très dégradé, autour de ce qu'on appelle aujourd'hui 41% de détresse psychologique, c'est-à-dire un sentiment de désespoir, de lassitude, d'incertitude, de fatigue importante, et qui amène forcément à de l'épuisement. Et donc on a un chiffre qui est assez marquant, c'est qu'on a 3 fois plus aujourd'hui de taux de burn-out sévère par rapport à avant cette crise. Juste un détail, Christophe Nguyen, quand vous parlez de cas de burn-out, ce sont des salariés qui vont quitter l'entreprise, pris en charge par la
l'assurance maladie parce qu'ils sont en arrêt maladie, on est d'accord. Oui, c'est des cas sévères, c'est-à-dire qui peuvent nécessiter un accompagnement médicamenteux, psychothérapeutique, quelque chose de lourd. Ce n'est pas juste le coup de fatigue, finalement. Donc, ça crée des arrêts de travail pour des motifs psychologiques. On l'a vu, une augmentation très importante. Il y a aussi différents chiffres qui sont sortis. 2 fois plus d'absentéisme chez les managers pour des motifs psychologiques. Et c'est une population, si on parle d'elle, qui est particulièrement exposée aux risques psychosociaux. François Cochet, on en est où par rapport à la situation Covid? La situation Covid avait été comme ça un moment d'arrêt terrible parce que certains salariés se sont retrouvés en télétravail forcé, dans des situations de tension incroyables, soit d'isolement, soit de surstress parce qu'il fallait s'occuper des enfants, de la machine à laver et de la vie quotidienne de la maison. On en est où par rapport à cette période? Alors, cette situation est aujourd'hui révolue, ce jour de rentrée des classes. On l'espère. Les élèves vont normalement aller devant les professeurs, là où il y en aura. C'est plus les parents qui vont s'en occuper. Bon, est-ce que pour autant le télétravail est devenu quelque chose de simple? Je ne pense pas. Il y a un engouement indiscutable pour le télétravail. Donc celui-là, il est même, personnellement, je le trouve inquiétant. Parce que c'est en grande partie... une des causes. C'est une fuite. C'est-à-dire qu'évidemment que quand on a 2 heures de trajet tous les jours pour aller au travail, il y a une très bonne raison de télétravailler. Mais il y a des gens qui habitent à 5 minutes de leur travail et qui ont autant envie de télétravailler. Et ils ont, pour partie d'entre eux, envie de moins voir leur chef, parfois de moins voir leurs collègues, et puis d'être plus tranquille. Alors je vais vous dire comment je fais de l'analyse du travail depuis très longtemps. C'est intéressant ce que vous dites. Ça veut dire qu'en fait, c'est le travail qui pose problème. Oui. Il y a quelques façon de le faire. Moi, plutôt. Je veux dire, quand on fait des observations du travail dans une usine, quel est le meilleur moment pour faire de l'analyse du travail? C'est la nuit. Dans les entreprises en 3-8. En 3-8, oui. Pourquoi? Parce que la nuit, les gens travaillent. Ils font leur boulot. Ils ne passent pas leur temps à répondre au chef, à se justifier, à dire comment ils doivent travailler. Ils s'écartent des règles pour être plus efficaces. Et ils sont plus disponibles pour parler de leur travail. C'est intéressant parce que ça fait écho à la notion d'entreprise libérée. C'est-à-dire qu'il n'y a plus le manager sur le dos qui... Oui. Enfin, en tout cas, en télétravail, on retrouve un peu ces circonstances. Eh ouais. Chez moi, je m'organise comme je veux, je fais comme je veux, et je suis moins dérangé. Mais attendez, juste pour répondre à ma question... je peux me concentrer. Ceux dont vous parlez, qui essaient de s'extraire finalement de la chaîne hiérarchique et qui travaillent avec plus d'autonomie, est-ce qu'ils vont mieux ou est-ce qu'ils vont plus mal? Alors, dans un premier temps, ils vont mieux. Justement parce qu'ils retrouvent de l'autonomie. Après, là où il y a risque, d'abord, les entreprises doivent s'interroger sur les conditions qu'elles ont créées qui font que leurs salariés ont envie de les fuir, enfin de fuir les locaux. Et oui. Et après, c'est dans le temps qu'il y a des risques pour le télétravail. Parce que pour pouvoir télétravailler dans de bonnes conditions, il y a 2 règles absolues. Il faut avoir la confiance de son chef et être autonome. Justement, bien maîtriser son boulot. Seulement, au bout de quelques mois, de quelques années, est-ce que ces 2 conditions vont se poursuivre? Mon chef a changé. Le nouveau, je ne le connais pas. Donc, comment je vais reconstruire une relation avec lui? Donc stress, déjà, un peu de stress. Oui, et puis surtout, ça peut se dégrader facilement, tourner au conflit. Et puis l'autonomie au travail, le travail, il n'est pas stable. Il y a des nouveautés, il y a des évolutions, des nouvelles réglementations, des nouveaux produits. Si je suis trop à l'écart de l'entreprise, je rate ça. Au bout d'un moment, je peux me retrouver à traiter les vieux sujets. Et puis d'être mis au placard. Les petits jeunes qui sont sur place, ils vont s'emparer des nouveaux sujets. Donc il y a des vrais risques de déclassement. Christophe Nguyen, ça c'est intéressant parce que c'est une vision très sociologique de la relation au travail menée par François Cochet, mais à travers le psychologue que vous êtes, les baromètres, alors on en a plusieurs, il y a les vôtres, il y a celui d'Alan pour Harris Interactive, 94% des salariés français estiment que se sentir bien dans son travail permet de se sentir bien dans sa vie en général. J'allais dire c'est presque logique, mais ça c'est très intéressant. Puis un autre chiffre, 90% d'entre eux, tous métiers et âges confondus, estiment également que les difficultés psychologiques sont de plus en plus répandues au travail. C'est-à-dire que dans leur quotidien, dans leur environnement, ils voient des collaborateurs qui sont en déprime. Ça vient d'où? C'est parce qu'il y a une sorte d'engouement télétravail, il y a une sorte de perte de repères. Qu'est-ce qui se passe? Alors moi, je pense que le télétravail a bon dos. C'est pas que la question du télétravail. Un petit pas de côté par rapport à ce que dit François. Oui, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a quand même du télétravail qui se passe bien. Mais effectivement, il faut le voir globalement. Et on a parlé tout à l'heure des managers, c'est eux qui sont le plus en retrait par rapport au télétravail parce que ça les confronte à des pratiques de management qu'ils n'ont pas l'habitude de faire. Et puis surtout, beaucoup nous disent on a du mal à évaluer le travail des salariés au-delà du livrable et qui me donne en temps et en heure. Mais c'est aussi comment on le fait et comment je peux anticiper. François nous disait,
Quand on est en télétravail, même la nuit dans les usines, on contourne même un peu les règles bien sûr. fixées par la hiérarchie Bien sûr. et les normes, Oui. et on vit un peu sa vie, quoi. Oui, c'est comment je fais preuve d'intelligence Bah au oui. processus, aux exigences. Et oui. Et c'est vrai que le télétravail permet une invisibilité, mais derrière, c'est la question de la reconnaissance de ce que je fais, de ce que je produis, et puis la coopération, on en a parlé énormément, la question du collectif, sachant qu'on a un héritage, effectivement, vis-à-vis de cette crise, et ce qui fait que les gens, la grande majorité, quasi la totalité des gens observent une augmentation des risques psychosociaux, c'est qu'effectivement, il y a une augmentation des conflits, de la fatigue. Conflits, vous dites conflits ? Oui, des conflits. Le climat de travail s'est dégradé dans les entreprises et qui ne peut pas être régulé, finalement, amélioré à cause du distanciel, notamment. Je voulais vous poser une question à vous deux. Est-ce qu'on en demande trop à l'entreprise parce qu'elle a des comptes à rendre, l'entreprise, elle a une responsabilité juridique à l'égard du salarié. Oui. Il y a des rapports sur les RPS, elle a des obligations en qualité de vie au travail, c'est la RSE d'une manière un peu globale. Est-ce qu'on lui en demande beaucoup ? Est-ce qu'il faut encore plus lui en demander ? Oui, moi je pense que l'entreprise, en tout cas, a tout à gagner à être proactive sur ce sujet. Et on voit que l'entreprise, quand même, est plutôt en défensive, c'est-à-dire qu'elle voit les problèmes arriver et elle doit les gérer. Et souvent, quand les problèmes sont là, trop tard. c'est trop tard, il y a des problèmes juridiques et on est dans des postures parfois un petit peu défensives qui font qu'on justifie, qu'on se défend, au lieu finalement de faire de la prévention. C'est ça. Et nous, on milite énormément à ce qu'il y ait une prise de conscience, à ce que ce sujet soit traité au plus haut niveau de l'entreprise, c'est-à-dire que dans les comités de direction, on en parle. Et c'est extrêmement rare. D'ailleurs, les 3/4, c'est dans le sondage, des salariés disent qu'il faut faire un état des lieux, parce qu'il y a un vrai décalage entre ce que, finalement, les demandes qui sont faites, la moitié des salariés disent, on me donne des objectifs sans me donner le sens, par exemple, aujourd'hui. On en vient toujours à ça. On est toujours sur cette idée-là. On en a aujourd'hui quasiment 4 sur 10 qui veulent partir de leur entreprise. Parce que on a appelé ça le Big Quit à la française. On a vu une augmentation effectivement des démissions, ce que la DARES a pu publier. Oui, on commence à voir, percevoir cette grande démission. Mais on en a aussi beaucoup qui ne vont pas partir et qui vont plutôt faire acte un petit peu de présence. On appelle ça, c'est un de nos titres, c'est la démission silencieuse. La démission silencieuse. Mais quand même, juste l'entreprise, je vais entendre François, parce que je ne sais pas si vous êtes tout à fait d'accord sur le sujet. On doit accentuer, les pouvoirs publics doivent accentuer un peu plus la pression sur l'entreprise. On lui demande déjà beaucoup à l'entreprise. QVT, elle fait des rapports sur les risques psychosociaux. C'est quand même de sa responsabilité, la santé des salariés. Moi, j'attends pas beaucoup des pouvoirs publics parce que c'est les plus mauvais employeurs. Donc, qui s'occupe de la fonction publique avant d'expliquer aux entreprises comment ils doivent faire. Alors, par contre... Il y a des déprimes aussi dans la fonction publique. Il y a des burn-out. Il y en a probablement plus. Donc, pour revenir au comité de direction, bien sûr que s'ils ne sont pas conscients des sujets et qu'ils n'agissent pas, il ne se passera rien. Le problème, c'est que moi, j'ai vu aussi des comités de direction s'emparer du sujet. Il y en a qui s'en emparent, mais qui veulent traiter le problème comme ils l'ont créé. Autrement dit, ils font un plan quinquennal. Ils décident que maintenant, toutes les équipes devront faire 5 réunions dans l'année, qu'elles devront commencer à 9h et finir à 11h, qu'ensuite ils auront droit à 32 minutes de convivialité avec un budget de 4,50 € On par salarié. impose la convivialité, en fait. Je caricature à peine. Soyez heureux. Voilà, bon. Alors que c'est exactement le contraire qu'il faut faire. Bien sûr. La QVT, ça se combat par l'autonomie. Et les dirigeants doivent accepter de ne pas savoir ce qui se passe. Alors pourquoi un certain nombre de managers sont aussi mal à l'aise avec le télétravail, avec ce qui se passe aujourd'hui? Ils perdent la main. Parce qu'ils ont été éduqués, formés, que tout ce qu'on leur demande, c'est de savoir en permanence ce qui se passe, faire du reporting à la minute près, et que le moindre détail qui ne va pas remonte à la direction. Bon, enfin, ou qui s'en occupe. Alors que c'est ceux-là qui sont mal à l'aise. Les managers qui fixent le sens, les objectifs généraux, et qui n'expliquent pas à leurs salariés comment ils doivent faire le travail, mais qui leur font confiance, ceux-là, ils peuvent être tout à fait à l'aise avec les évolutions d'aujourd'hui. Excusez-moi, on a un coût social. Vous parliez, c'était le début de notre échange. Les arrêts maladie longue durée pour des burn-out, ça peut durer 1 an. On parlait de la démission silencieuse, c'est-à-dire que c'est des salariés qui sont rémunérés par l'entreprise, mais qui ont décidé de faire le strict minimum. Ça, c'est une tendance lourde qu'on voit apparaître. C'est-à-dire qu'un des héritages de cette situation, encore plus dans un contexte où l'inflation est grandissante, où on a du mal aussi il y a un risque à ne partir le mois, effectivement, fait que c'est aujourd'hui principaux facteurs de risque en matière de souffrance économique. On voit que ça apparaît de plus en plus. Ça, c'est une nouveauté, je pense, post-Covid. La question, il y a un quart des salariés qui sont plus endettés aujourd'hui.
hein. Il y a la moitié qui disent « je ne sais pas si je vais pouvoir faire face à 500 € d'imprévu cette année ». Donc ça crée forcément cette incertitude supplémentaire. Et puis du stress Et psychologique. du stress, bien entendu, Bah ouais. très concret, on va dire. Vis-à-vis de ça, je crois qu'il y a une question de cohérence aussi qu'on doit avoir. Effectivement, est-ce qu'on doit être dans un principe de pollueur-payeur, c'est-à-dire, moi je suis directeur général d'une entreprise, je prends une décision qui a un impact négatif sur la santé de mes salariés, est-ce que je dois le payer ou pas ? Mais ça revient à ma question de tout à l'heure. Est-ce que je dois payer les pots cassés ? Est-ce que je dois prendre en charge ? Selon vous, Est-ce que c'est oui ou pas ? Je pense que oui, sur le principe. Maintenant, je crois qu'il y a beaucoup de comités de direction qui ne sont pas forcément dans une idée de vouloir faire du mal pour faire du mal et détruire leurs salariés. Non, je ne pense pas, bien sûr. Il y a une question plutôt de méthode et de Ouais. façon de s'y prendre, Ouais. où aujourd'hui, on manque énormément, effectivement, d'accompagnement. Donc, Et puis les process, les process qui étouffent toute Effectivement. initiative. Effectivement. Quand on change une entreprise, quand on prend une décision stratégique, effectivement, comment on intègre cette question de la santé mentale de mes salariés, de leur bien-être, quand je suis N+18. Et je pense qu'il y a une question de cohérence, parce que les managers de proximité, on en parlait, ils sont un peu parfois tiraillés. On a des injonctions paradoxales. Entre d'un côté, on entend beaucoup ça, mais on me demande de faire de la perf et de l'augmentation de la productivité, et de l'autre, on me demande de faire du bien-être. Sur quoi je mise ? Et je pense qu'il faut donner des priorités. Mais à la FIRPS, je fais vraiment un gros effort de prononciation, il y a quand même l'idée, et là on voit dans ce que vous évoquez, du lien entre bien-être et performance. Ça, c'est pas antinomique. C'est parce qu'on est bien dans l'entreprise, c'est parce qu'on est autonome qu'on est plus performant. Ça, vous soutenez cette idée ? C'est important de l'entendre. Enfin, on peut être bien au Pour travail. revenir à la notion de désengagement, un salarié a une remarque désagréable de son chef, qui le blesse, qui l'humilie. Eh bien, il y a énormément de métiers où il peut faire le reste de la journée, il va faire semblant de travailler. Il se connecte, il fait tout ce qu'il faut pour avoir toutes les... Voilà. Mais en fait, il n'avance pas. Il n'a pas envie, il ne peut plus avancer. C'est presque une forme de sabotage, quoi. Non, parce que le sabotage, c'est délibéré. C'est qu'il est trop blessé. Il n'a plus l'énergie qui permet de travailler. Parce qu'aujourd'hui, on n'est plus en train, comme du temps de Taylor, de soulever des tonnes de fonte. C'est vrai. La plupart des métiers, on travaille avec son cerveau et un peu son affect. Et ben, si celui-ci est blessé, même il peut l'être pendant 1 heure, pendant une journée, pendant 6 mois, eh ben, on ne peut pas travailler. Voilà, c'est comme quelqu'un qui a un énorme souci personnel. On sait qu'il est aussi dangereux au volant que s'il avait bu. Il ne peut pas conduire comme il faut. Ben, c'est pareil dans le boulot. Donc, évidemment qu'il y a un lien entre santé au travail et compétitivité. Après, il faut l'instruire au quotidien et avec des logiques pragmatiques aussi. Voilà. Ça fait une c'est intéressant. Hein. Oui, tout à fait. C'est même pas du sabotage comme je l'imaginais. C'est qu'en fait, on est tellement touché psychologiquement qu'on est plus apte, quoi. Voilà, tout à fait. Et là, on est vraiment sur des cas extrêmes, mais on a aussi tout un tas de salariés qui sont pas forcément malades ou identifiés comme étant en risque psychosocial. Eux-mêmes ne le sentent pas d'ailleurs. Ou ne le voient pas, mais qui effectivement ne donnent pas le maximum d'eux-mêmes. Ou alors, c'est ce qui est évoqué aujourd'hui sous le terme de démission silencieuse, ont tellement donné finalement leur entreprise en ne comptant pas leur heure supplémentaire, en travaillant soir, week-end, vacances, là on lève le pied, convéable, que maintenant ça atteint ma santé potentiellement. J'ai vu les limites et j'ai vu que ce qui est important pour moi, c'est passer du temps à ma famille et je vois que je ne suis pas reconnu à cette heure-là, voire au bon niveau de mes efforts, voire j'arrive même pas à nourrir ma famille de façon correcte. Donc je lève le pied parce qu'aujourd'hui la situation peut être incertaine et j'attends de voir plus tard. Et là on voit qu'il y a un doublement. Oui, c'est l'entre-deux, c'est pas la grande démission. Voilà, c'est pas la grande démission, mais je fais le strict minimum parce que finalement la promesse même de mon entreprise ou du travail a été un peu déçue, mise à mal, et je l'ai bien vu avec cette crise-là. Les indicateurs des pouvoirs publics, parce qu'il y a les baromètres empreinte humaine et d'autres acteurs, qu'est-ce que disent les pouvoirs publics là ? On a les tendances un peu, parce qu'il y a des rapports sur les risques psychosociaux. On sait où on en est. On en est où ? Sur la population générale, on est aussi à des niveaux d'anxiété et de dépression qui sont très importants. Dans la population générale, ça c'est clair, y compris surtout pour les jeunes. Et on le voit d'ailleurs dans les entreprises, beaucoup de DRH me disent, c'est incroyable, je vois des jeunes, c'est leur premier job, ça fait 6 mois qu'ils sont là, et ils s'arrêtent pour burn-out. Pour burn-out, on a l'impression, on se dit, mais est-ce qu'ils ont le cuir qui s'est affaibli et qui est beaucoup moins épais, un peu trop fin ? Est-ce qu'ils attendent trop de l'entreprise ? C'est ce que j'entends aussi, qu'ils sont un petit peu trop... Très demandeurs. Très demandeurs. Mais en fait, c'est qu'ils sont aussi fragilisés, ça on peut se le dire, c'est pas de la fainéantise. Je crois qu'il y a un vrai changement de fond aujourd'hui, les gens sont plus conscients de ce qu'ils peuvent attendre en matière de conditions de travail, il y a un contrat moral. Et plus exigeant peut-être aussi. Bien sûr, vis-à-vis de l'entreprise, vis-à-vis du management. Et ils n'hésitent pas aujourd'hui, dans les grands groupes, à partir du groupe pour faire des alertes éthiques, par exemple. Ils démissionnent, ils font des alertes parce qu'en dénonçant des situations, on en parlait tout à l'heure, de harcèlement, de situations qu'ils n'acceptent plus. Et aujourd'hui, on voit que c'est une tendance qui est très importante.
Justement, le harcèlement, parce qu'il contribue à la détérioration de la qualité de vie au travail et du psychisme, ça progresse, parce que cette question-là, elle a été prise en charge par les pouvoirs publics. Des lois ont été votées. On condamne parfois des harceleurs. Ça progresse ou pas, ça, sur ce sujet? Alors, moi, je suis un peu sceptique sur les aspects quantitatifs. Les enquêtes Santé publique France montrent qu'il y a une dégradation, mais avec des chiffres qui sont à peu près la moitié de ceux des enquêtes de Christophe Nguyen. Donc, moi, je pense qu'il y a un énorme biais de recrutement dans les chiffres que produit Empreinte Humaine, puisque des enquêtes en ligne, pour avoir 2000 réponses, il faut à peu près adresser 50 000 questionnaires. Il faut arroser très large. Et que, du coup, c'est ceux qui sont intéressés par le sujet qui répondent. Donc ça, c'est le biais, ça, c'est le risque du biais. Il y a les tendances. Je suis d'accord avec les tendances qui sont évoquées, mais dire qu'il y a 40% de gens... Ça vous semble un peu exagéré? À mon avis, c'est la moitié. Bon, et c'est l'avis des cabinets de la FIRPS en général. Mais sur les phénomènes identifiés, je suis en gros d'accord. D'abord que ça augmente. Après, est-ce que le harcèlement explose? Je ne sais pas. Mais c'est difficile. C'est toujours pareil. Avant, c'est bien de mesurer. Il faut aussi comprendre et puis essayer de combattre. Voir un peu s'il crée des problèmes. Moi, je ne suis pas pour des politiques de prévention des RPS à part du reste de l'entreprise. Oui. Je vais vous donner un exemple sur les entretiens d'évaluation. Avec 4 pages à remplir par le manager. S'il y a une période de stress des managers, c'est celle-là. Eh bien, la campagne des entretiens d'évaluation. Donc, ils en sont les premières victimes. C'est une bavante. C'est horrible. Et puis, du côté des salariés, là aussi, je vais prendre l'exemple des salariés les plus anciens. Parce qu'on dit qu'il faut travailler plus tard. Bon, quand on a 55, 60 ans... Oui, c'est les retraites, ça. Oui, non, mais c'est directement lié aux retraites. Et qu'il y a un manager de 30 ans qui ne connaît rien au boulot, qui vient faire l'entretien d'évaluation et donner des notes, mais on a juste envie de prendre sa retraite le lendemain. Bon, si on veut que les gens travaillent plus tard, il y a un vrai sujet là. Il faut s'occuper d'eux et arrêter de les emmerder. Voilà. Non, mais vous dites qu'un jeune gars qui rentre dans l'entreprise qui a 30 ans et qui fait un entretien d'éval, un cadre de 55 ans qui a 30 ans de métier, c'est vrai que c'est pas forcément un cadre, ça peut être ses salariés. Un salarié, bien sûr. C'est extrêmement fréquent. Et nous, on a fait des enquêtes sur les entretiens d'évaluation. Et ben, les jeunes, ça leur pose très peu de problèmes. Évidemment. Ils sortent de l'école, ça fait 20 ans qu'on leur colle des notes, ils n'ont plus besoin qu'on leur explique bien ce qu'il faut faire, etc. Et pas pour le... Ça va très bien. Bien sûr. Mais demandez aux anciens. Quand ils rentrent en bouteille. Un dernier mot, parce que le débat est terminé, mais il est passionnant par ailleurs. Oui, tout à fait. Alors, juste pour revenir sur la méthodologie qu'on déploie... je savais que vous alliez répondre. Forcément. Bien sûr. Je réponds. C'est que ça utilise effectivement des échantillons représentatifs garantis par des sondeurs qui sont quand même reconnus, avec des méthodes, des quotas. Et puis, nos indicateurs scientifiques sont publiés dans des revues internationales. Aujourd'hui, c'est publié dans des grandes revues avec des comités de lecture sur lesquels, finalement, on a des comparaisons. Donc après, effectivement, je pense qu'il faut parler aux scientifiques. Après, sur cette partie... Tout dernier mot. Je voudrais juste dire que, au-delà de la grande démission dont on peut parler avec un marché du travail français qu'on connaît, qui est différent du marché aux États-Unis, américain, on va avoir peut-être une augmentation de l'absentéisme, mais en tout cas d'une démission silencieuse, qui est une forme c'est le phénomène. Ça, c'est le phénomène. De désengagement, de démotivation, mais qui est un peu militante. Et je pense que c'est là où la question du dialogue est très importante, qu'il va falloir créer des conditions de travail durables. Merci à vous, François Cochet. Sur la question, encore une fois, des process que vous évoquiez dans les entretiens annuels, peut-être repenser un peu tout ça et de s'intéresser aux collaborateurs qui ont de la valeur, qui ont 30 ans de métier et qui portent des choses et pas les traiter comme des enfants, parce que c'est un peu ça dont vous parlez. Ce n'était qu'un exemple. C'était qu'un exemple, mais c'est un exemple extrêmement probant. Vous vous êtes exprimé très librement sur ce plateau. Merci à vous, Christophe Nguyen. Vous avez pu développer vos chiffres. Merci à vous, président du cabinet Empreinte Humaine. Vous êtes psychologue par ailleurs. Et puis merci à François Cochet, directeur des activités santé cabinet CECAFI et président de la FIRPS. Merci à vous deux. On termine par fenêtre sur l'emploi. Alors, on parle recrutement dans cette rubrique, on parle recrutement, et c'est compliqué dans la tech. On va en parler tout de suite avec notre invité. On parle dans Fenêtre sur l'emploi du recrutement. Alors vous allez me dire, c'est assez logique. Dans la tech, évidemment, parce que la situation n'est pas si simple dans le recrutement dans la tech. C'est un métier, des métiers sous tension. On en parle avec Christophe Hébert. Vous êtes le fondateur de Blue Coders. Oui. Alors, Blue Coders, pour essayer d'y voir un peu plus clair, c'est un groupe qui constitue à la fois un cabinet de chasse de tête, mais aussi une entreprise de formation et de la tech. Vous mêlez l'humain et la tech. C'est exactement ça. Dans notre ADN, il y a d'un côté, en fait, quand on veut faire du recrutement tech, si on veut savoir répondre à la question et comment je vais trouver un expert sur un marché pénurique... C'est un peu dur en ce moment. C'est extrêmement difficile. Ce qui se passe, en fait, c'est que dès lors qu'on est sur une pénurie, ça veut dire qu'il va y avoir plus de demandes que d'offres. À ce moment-là, la notion d'offre d'emploi
perd un peu son sens. Je suis plus sur une demande de compétences. Et d'ailleurs, si je mets une offre d'emploi, de toute façon, je n'ai pas de candidature. Il n'y a pas de réponse. Pas de réponse. Enfin, c'est ce à quoi sont confrontés les recruteurs qui travaillent sur des métiers spécialisés. Vous avez 33 ans, vous l'avez créé il y a 6 ans, donc vous étiez jeune. Vous avez développé cette entreprise. Pourquoi la tech et pourquoi ce secteur? Parce que si j'ai bien compris, en fait, vous allez les chercher directement sur leur lieu de travail. Vous leur dites, venez donc, vous m'intéressez. C'est comme ça que ça se passe là aujourd'hui. Absolument. En fait, on va les démarcher par approche directe. C'est-à-dire que si tout le monde est en poste, l'objectif, ça va être de trouver quelqu'un qui est arrivé au maximum de la montée en compétences qu'il voulait faire dans son emploi et qui va chercher un autre employeur sur lequel il va pouvoir évoluer. On est sur des métiers qui évoluent de toute façon très vite. À vous de lui donner envie. À nous de lui donner Parce que envie. c'est ça l'enjeu. Hein. Et à nous de comprendre ce qui va l'intéresser de toute façon. C'est-à-dire que nous, quand on va commencer à parler avec une personne chez Blue Coders, un recruteur qui sait de quoi il parle, c'est un recruteur qui va être capable de comprendre où est-ce que veut aller cette personne, quelle est son ambition. Ça, Christophe, c'est toute la force de votre centre de formation intégré à Blue Coders, parce que vous formez aussi pour le recrutement. Il faut avoir les gens les meilleurs pour recruter. C'est ça aussi l'objectif. Quand on est sur un marché spécialisé, si on veut intéresser un talent, il faut savoir de quoi on parle. Donc chez Blue Coders, sur la tech, on sait de quoi on parle, mais on va aussi expliquer aux autres recruteurs tech et aussi aux entreprises qui veulent développer une marque employeur, attirer des talents, à savoir de quoi ils parlent. Ça veut dire, quand je parle à un talent, je dois savoir ce talent, sur quoi il a envie d'être utile. Quelles sont les problématiques techniques que cette personne sait résoudre? Tiens, en cette rentrée de Smart Job, on l'a beaucoup utilisé la saison précédente. J'ai enfin quelqu'un à qui je vais pouvoir poser la question. C'est quoi un talent? Parce qu'on utilise le mot talent. C'est quoi un talent? C'est un ingénieur? C'est un codeur? C'est quoi? J'ai envie de dire, c'est quelqu'un qui est spécialiste, qui a des compétences qui sont très précises. On a aujourd'hui sur la technologie, et on le voit chez Blue Coders, les métiers se ramifient, se spécialisent. Il y a 5 ans, on aurait parlé de data, on aurait dit un ingénieur data. Aujourd'hui, il y a un ingénieur data, il y a un data scientist. Les métiers se développent et se ramifient. Et cette surspécialisation fait que les entreprises sont dépendantes de personnes qui ont des compétences très précises. Et j'ai envie de dire, un talent, c'est ça. C'est une personne qui a des compétences tellement précises et tellement précieuses que l'entreprise ne peut s'en passer. Et donc, je ne suis plus sur une offre d'emploi. Je poursuis quelqu'un et il faut absolument que j'arrive à m'approprier ces compétences dans mon entreprise si je veux faire ma croissance. Donc celui que vous allez chercher, parce que c'est un sacré boulot d'aller le chercher, a un pouvoir immense. C'est-à-dire que l'ingénieur de la tech ou le codeur ou le développeur, aujourd'hui, c'est le roi du pétrole, pour utiliser une expression un peu populaire. Oui, bien sûr. En fait, il y a une ruée vers le digital. Et comme avant, il y avait une ruée vers l'or, aujourd'hui, il y a une ruée vers le digital. Vers et le data. On consomme de la matière grise. Donc en fait, c'est ça le talent, c'est la matière grise dont je peux passer. Pour être concret quand même, parce que sans faire rêver, c'est que le marché est quand même très tendu. Là. Il y a quand même beaucoup plus d'entreprises qui cherchent le talent que de talent sur le marché. Est-ce qu'on commence à s'ouvrir vers la Tunisie, vers le Sénégal, vers l'Inde, vers des gens qui ont des viviers aussi d'informaticiens? Ouais, on voit beaucoup aujourd'hui que le marché se déplace un peu vers l'Est. On le voit chez Blue Coders, nos clients... L'Ukraine était un pays porteur à l'époque. Et l'est encore. Moi, je suis en contact avec des profils tech qui sont en Ukraine et dans l'ouest de l'Ukraine qui continuent à travailler. Mais en fait, la réalité, c'est qu'on est dans ce monde pénurique. On avait notre président de la République qui disait « on quitte un monde d'abondance ». J'ai envie de dire, vous êtes dedans, sur la tech, nous, on était déjà dans cette pénurie. C'est vrai. Et post-Covid, tous les recruteurs sont confrontés à cette pénurie. Et quand je suis dans une pénurie... Avant, je mettais des offres d'emploi en ligne, j'attendais des candidatures. Aujourd'hui, je dois faire de l'approche directe, savoir de quoi je parle. Et d'un autre côté, je dois aussi avoir les bons outils. C'est l'objet de Marvin Recruiter, le logiciel SaaS de chasse de tête qu'on a lancé depuis l'année dernière. Marvin, une entreprise de formation, et Blue Coders avec des chasseurs de tête qui savent de quoi ils parlent. C'est ça l'enjeu et c'est évidemment la force de Blue Coders. Merci Christophe Hébert d'être venu sur le plateau. Vous en êtes le fondateur, 40 collaborateurs à Paris, si je ne m'abuse, et un peu partout. Rue du Faubourg Poissonnière. Eh bien oui, très beau quartier. Mais par contre, on travaille dans toute la France. On accompagne même des entreprises qui sont parties à l'international, souvent des entreprises françaises qui recherchent des talents, même français, en continuant à vouloir travailler avec le vivier français. Merci Christophe d'être venu nous rendre visite. Blue Coders, c'est la fin de notre émission. Merci de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe. Merci à Xavier à la réalisation. Merci à notre ami Mickaël pour le son. Merci à Nicolas Juchat qui m'accompagne dans cette émission. Et merci à vous pour vos réactions et votre fidélité. Je serai là demain. Portez-vous bien. Bye bye.